Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. D'abord des images en direct d'Éthiopie qui inaugure en ce moment en grande pompe son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Source de tension avec l'Égypte depuis plus d'une décennie. On y reviendra dans le journal de 11 h. Benyamin Netanyahou somme les habitants de Gaza-Ville de quitter les lieux au plus vite. Son armée intensifie l'offensive pour, dit-elle, abattre les dernières forces du Hamas dans la ville. Les bombardements sont meurtriers. Et puis la chute du gouvernement Bayrou en France. Le Premier ministre va présenter sa démission tout à l'heure à Emmanuel Macron à l'Elysée. Il n'a pas obtenu la confiance des députés hier à l'Assemblée nationale. Pacte de non-censure, cohabitation, nouvelle dissolution. Toutes les options sont à nouveau sur la table. Le président Macron a face à lui une équation quasi impossible à la veille d'un mouvement social au contour encore assez flou. Nous sommes avec Julie Dongelhoff à l'Elysée. On va revenir largement sur cette crise politique qui s'installe en France et se projeter bien sûr sur l'après. Un après bien incertain, scruté par les partenaires de la France, mais aussi par les marchés financiers. C'est Parlons-en ce matin avec Stéphane Zumsteg, Stéphane Vernet, 2 pour le prix d'un, et Christophe Dansette. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, et c'est parti. Et bonjour Stéphane Zumsteg. Bonjour. Merci d'être là, directeur du département politique et opinion à l'Ipsos. À vos côtés, Stéphane Vernet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef délégué du grand quotidien Ouest France, en charge du suivi et des questions de politique nationale. La une de Ouest France aujourd'hui. Bayrou rate son pari, la France dans l'incertitude. Et en face de vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ici chez vous du service éco de France 24. 194 votes pour, 364 contre, à une très large majorité. Et sans surprise, les députés français n'ont donc pas approuvé hier la déclaration de politique générale de François Bayrou. Le Premier ministre est donc renversé et son gouvernement avec lui. Il va présenter à la mi-journée sa démission à Emmanuel Macron à l'Elysée. Un président qui a dit prendre acte et indiquer qu'un nouveau chef du gouvernement serait nommé dans les prochains jours. On vous retrouve aux abords de l'Elysée. Julie Dongelhoff, avant de commencer sa discussion en plateau. Emmanuel Macron a donc la main pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre pour la 3e fois en un an. Il est face à une équation quasi impossible. Oui, une équation quasi impossible, la 3e fois en un an, la 5e fois depuis 2022. François Bayrou qui devrait donc se rendre à l'Elysée à la mi-journée pour présenter sa démission à Emmanuel Macron. L'Elysée qui s'est refusé à confirmer pour l'instant. Emmanuel Macron a indiqué par voie de communiqué hier nommer un Premier ministre dans les tout prochains jours. Mais plus le temps passe depuis les élections législatives anticipées de juin 2024, plus les taux se resserrent, plus le chemin est étroit pour le président de la République. Alors il y a ceux qui se disent disponibles, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ce matin, ou encore Olivier Faure, le patron des socialistes, qui est soutenu par les écologistes, mais moqué par les insoumises. Il y a ceux qui veulent tout revoir à zéro, comme le RN qui souhaite des élections législatives anticipées le plus vite possible, ou encore les insoumis qui souhaitent une élection présidentielle anticipée et qui vont donc proposer une destitution à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Du côté du socle commun, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. C'est compliqué également. Bruno Retailleau, le chef des Républicains, a indiqué qu'il n'irait pas dans un gouvernement dirigé par un socialiste et que quoi qu'il arrive, il mettrait des conditions très claires pour son entrée dans un nouveau gouvernement. Vous voyez, les choses sont très très compliquées pour Emmanuel Macron, lui qui a absolument besoin d'élargir justement ce socle commun pour notamment qu'un budget puisse être voté pour la France. En presse pour le budget et l'agenda du mois de septembre, tant social que diplomatique, est très chargé, Julie.
Oui, il y a tout d'abord cette crise sociale qui a émergé sur les réseaux sociaux à travers ce mouvement intitulé Bloquons tout et qui devrait débuter demain 10 septembre sans qu'on en connaisse exactement l'ampleur. Il y a cette grève appelée par les syndicats le 18 septembre. Le chef de l'État d'ailleurs hésite à prendre la parole à la télévision ou à la radio de peur d'amplifier ce mouvement. Il y a cette crise budgétaire avec la France qui doit absolument trouver une voie pour voter un budget. Il y a cette agence de notation Fitch qui pourrait dégrader la note de la France le 12 septembre prochain. Et puis il y a l'agenda international évidemment qui est très présent. Il y a cette guerre en Ukraine où Emmanuel Macron s'est mis en première ligne pour tenter d'arriver notamment à un accord avec la Russie ou encore avec les États-Unis. Et il y a évidemment cette date très importante pour le chef de l'État qui est le 22 septembre prochain où il est attendu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la reconnaissance d'un État de Palestine. Emmanuel Macron qui pourrait apparaître très affaibli sur la scène internationale s'il n'avait pas un nouveau gouvernement. Julie Dungeloff aux abords de l'Elysée. Merci beaucoup Julie, vous restez avec nous bien sûr. En tout cas, vous revenez vers nous si vous voyez la voiture du Premier ministre, futur ex, arriver aux abords du palais présidentiel. On va bien sûr essayer ensemble sur ce plateau de comprendre à la fois ce qu'il s'est passé ces dernières heures et de se projeter dans les jours et les semaines qui viennent. D'abord une question de calendrier, peut-être avec vous Stéphane Vernet pour commencer. Est-ce que le temps presse pour trouver un Premier ministre ? Oui, le temps presse, mais le président a besoin aussi de prendre un peu de temps pour ne pas se planter, en fait, je vais le dire très trivialement, mais si la priorité, la problématique qui est la nôtre, c'est celle du budget, de l'état des finances publiques, etc., il faut pouvoir trouver un budget pour la France en 2026. C'est une des priorités. Or, il se trouve que l'examen du budget il doit démarrer à l'Assemblée le 15 octobre. Et il doit se terminer avant la fin de l'année. S'il y avait une dissolution, par exemple, maintenant, vous n'avez plus d'Assemblée nationale et vous n'avez pas de députés pour entamer l'examen du budget dans les temps. Dans un mois, donc. Oui, donc là, ça passe pas en termes de calendrier. De même, si vous prenez le temps, si vous jouez la montre avant de désigner un nouveau Premier ministre et un gouvernement, vous avez un Premier ministre et surtout un gouvernement démissionnaire qui ne peut pas siéger au banc, qui ne peut pas superviser les travaux d'examen du budget. Donc ça veut dire qu'il faut il faut constituer impérativement une nouvelle équipe avant le 15 octobre. Et donc il faut aller vite. Il y a un délai court par rapport à ce à quoi nous a habitué Emmanuel Macron quand il décide de former un nouveau gouvernement. Il faut qu'il aille vite. Et en même temps, il ne faut pas qu'il aille trop vite. C'est-à-dire que s'il désigne quelqu'un tout de suite, il prend le risque que, par exemple, dès mercredi, le 10 octobre, s'il choisissait un Premier ministre immédiatement, il prend le risque d'avoir des manifestants qui commencent à brandir et le nom et le visage du nouveau venu en disant on n'en veut pas, etc. Et pareil avec la manif, la mobilisation prévue par l'intersyndicale le 18. Je pense qu'il a le temps, il aurait intérêt à prendre un peu de temps pour laisser passer ces deux mouvements sociaux, pour mesurer l'état du climat social, de laisser le temps, d'attendre que les choses se stabilisent un peu, et ensuite de procéder à une nomination. En plus, il a besoin de temps aussi pour trouver un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire un Premier ministre ou une Première ministre qui ne soit pas immédiatement censurée, soit à l'Assemblée, quoi, ouais. Parce que ça, ce serait pas non plus son intérêt. Donc ça veut dire que la fenêtre de tir, elle est relativement restreinte. S'il attend effectivement que le 18 passe, après, il a le rendez-vous qui a été rappelé à l'ONU le 22, et donc c'est peut-être dans ce trou de souris-là que le chef de l'État aurait intérêt à se prononcer. Très petit trou de souris, Stéphane Zumsteg, ne serait-ce que sur le calendrier ? Oui, mais moi je serais un petit peu plus, non pas optimiste, mais je pense que les choses sont possibles. Évidemment, il n'y aurait aucun intérêt à nommer un Premier ministre immédiatement pour les raisons que Stéphane vient d'évoquer. Et puis il va falloir du temps, parce que quel est le défi pour le président de la République ? Il est juste arithmétique. Il faut s'assurer du soutien ou de la neutralité de deux forces politiques, des Républicains d'une part et des socialistes d'autre part. Ça me paraît peu probable que l'un l'autre, que ces deux formations envoient des ministres dans un même gouvernement. Très peu probable. Malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2024 avec la nomination de Michel Barnier, puis ensuite celle de François Bayrou, et donc la présence d'un certain nombre de ministres LR, je pense notamment à Bruno Retailleau. La droite a rejoint ce socle commun. Et de la même manière, il y a eu un élément
qu'on a oublié maintenant, mais qui était évidemment fondamental, c'est ce pacte finalement de non-censure du Parti socialiste. Il y a des forces qui sont prêtes à travailler ensemble. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que toutes les oppositions ont présenté des lignes rouges, notamment ces deux partis-là, et que ces lignes rouges se sont heurtées à l'intransigeance aussi du pouvoir exécutif, notamment sur les questions fiscales. Mais en soi, les forces prêtes à travailler ensemble, prêtes à assurer une sorte de stabilité parlementaire et donc un vote du budget, elles existent, elles ont déjà fait preuve elles ont déjà fait la démonstration d'un certain nombre d'efforts. Après, on a un Parti socialiste qui a le sentiment d'avoir été totalement roulé dans la farine par le Premier ministre. Un des éléments remarquables hier, c'est quand même la virulence du discours de Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, à l'égard, non pas de la politique menée, mais à l'égard de François Bayrou, de sa personnalité. Mais les socialistes ont pris un énorme risque à un moment donné. Le conclave n'a accouché de rien, évidemment. François Bayrou avait parlé, rappelez-vous, le conclave sur les retraites. Du conclave. Il n'y aura ni totem ni tabou, tout en déclarant finalement l'inverse quelques semaines après, et en expliquant jamais nous ne reviendrons sur les 62 ans. Donc je veux dire, les forces, la volonté, je pense qu'elle existe. Maintenant, il faut le problème, le point de blocage, c'était François Bayrou et ce plan budgétaire de 44 milliards, jugé inacceptable, notamment par la gauche, notamment par les socialistes, mais évidemment pas que par eux. Qu'est-ce qui empêcherait un Premier ministre, sur le papier, c'est très facile ce que je suis en train de dire, évidemment, mais en tout cas théoriquement, qu'est-ce qui empêcherait un nouveau Premier ministre, y compris issu du socle commun, y compris s'il était un proche du président de la République, eh bien, de présenter un projet de budget différent, alors moins brutal. Bon, je parle de brutalité quand on est opposé à la baisse des dépenses, ou alors moins ambitieux pour ceux qui en sont partisans. Je pense que les forces, elles existent en soi. Est-ce que le successeur de Bayrou y réussira? Je n'en sais évidemment strictement rien, mais à mon avis, le personnel politique prêt à jouer le jeu, il existe. Après, il y a ces lignes rouges des oppositions qui sont incompatibles avec les lignes rouges de l'exécutif, mais je pense que si Emmanuel Macron veut préserver la fin de son mandat et éviter une dissolution et un éventuel empêchement quelque part et être contraint à la démission à un moment donné, c'est totalement envisageable. Il faut trouver la bonne personne, c'est vrai, mais il y en a des gens qui sont compatibles à droite parce qu'ils viennent de la droite. N'oubliez pas qu'une grande partie maintenant des responsables macronistes ont été à un moment donné membres des Républicains ou de l'UMP, et des gens à gauche, au centre-gauche, il y en a aussi. Donc le trou de souris, il est étroit, mais il existe. Dans quel troupeau trouver le mouton à 5 pattes? On y reviendra dans un instant. Mais sur le budget, Christophe, je rappelle que vous êtes du service éco de France 24. Alors, il y avait ce contre-budget présenté par les socialistes il y a quelques semaines. Voilà, le calendrier que rappelait Stéphane Vernet, il existe. Dans un mois, un peu plus, l'Assemblée est censée débattre du budget de l'an prochain. Et sinon, quoi? Alors déjà, la bonne nouvelle, et Stéphane a raison, c'est que la bonne nouvelle dans cette démission aussitôt, c'est que ça laisse un peu de temps, parce que le 15 octobre, c'est pas tout de suite, et donc il y a le temps de retravailler ce budget. Alors est-ce qu'il y aura une capacité de rassembler tout le monde, de rassembler les socialistes et le socle commun? Ça, c'est une autre question, mais effectivement, la date fatidique, ce sera le 31 décembre. À cette date, il faudra avoir un budget, quoi qu'il arrive. Si on n'en a pas, alors on a déjà connu cette situation l'année dernière, on a fonctionné pendant 2 mois avec le budget de l'année précédente, sauf que cette année, eh bien, il y a une note de Bercy qui est publiée ce matin par le journal des Échos qui nous dit que à budget constant, eh bien, le déficit public, il va déraper assez fortement de quelques 25 milliards de dollars, ce qui ferait passer d'euros évidemment, et qui ferait passer de 5,4% qui sont tablés pour cette année à 6,1% l'année prochaine, contre 4,6% que prévoyait le budget de François Bayrou. Donc le plan B existe, mais il n'est pas très souhaitable. Alors le plan B, là c'est pas le plan B. Là c'est si on n'a pas de budget, si on continue comme ça. Donc d'ici là, il faudra quand même trouver un budget qui rétablisse un petit peu les finances publiques. Peut-être pas autant que ce que prévoyait François Bayrou, qui avait sur ce plan-là un plan très ambitieux, et peut-être trop ambitieux puisqu'il n'est pas accepté par les Français. Sur le budget, Stéphane Zumsteck, vous disiez qu'il y avait un trou de souris. On sait que la forme, la façon dont on présente les choses est parfois aussi importante que le fond. Est-ce qu'il y aura un effort à faire dans le nouveau Premier ministre, la nouvelle équipe, pour ne pas braquer tout de suite la question des jours de congé, qui était un petit détail dans le grand plan, a fait beaucoup réagir? Il faudra être attentif à ça? Oui, bien sûr, parce que je pense que ça a été l'une des principales erreurs d'appréciation de François Bayrou. Ça brouillait l'ensemble du message. Oui, je pense qu'il se disait finalement 2 jours, c'est un petit sacrifice. Peut-être qu'avec un Premier ministre populaire ou plus populaire que lui, il aurait été possible que les choses soient
jugé moins injuste. Or, et c'était son erreur d'appréciation, il y a ces 2 jours, mais il y a des choses bien plus graves, bien plus dures, bien plus brutales que ces 2 jours, c'est les 44 milliards, le reste des 44 milliards à trouver. Mais on le voit bien, quand vous êtes un Premier ministre impopulaire, voire très impopulaire, je rappelle que François Bayrou a battu des records d'impopularité sous la Ve République en tant que Premier ministre, eh bien, quoi que vous présentiez, vous êtes au mieux inaudible. Il a été inaudible quand il parlait, finalement, nous sommes au bord du précipice, oui peut-être, mais c'était François Bayrou qui le disait, très impopulaire, ça n'imprimait pas dans l'opinion publique. Et quand il a proposé ces 2 jours, rappelez-vous, au début on disait finalement, c'est peut-être, non pas une provocation, mais c'est quelque chose qu'il annonce, et après il montrera qu'il négocie, et il lâchera là-dessus, pour ne pas lâcher sur l'essentiel. Non, François Bayrou, il n'a lâché sur rien à aucun moment. Et ça aussi, ça il n'a même pas voulu aller dans le débat. Bien sûr, il n'a pas voulu aller dans le débat, et ça a renforcé son image à la fois de nonchalance, à la fois d'arrogance, et à la fois de... Et pourtant, ce n'était pas des traits d'image qui lui étaient propres autrefois, de brutalité. On a considéré, une majorité de l'opinion publique a considéré que ce projet était brutal, trop brutal socialement, un peu comme, et donc injuste, un peu comme le projet, comme la réforme des retraites, le passage de 62 à 64 ans avait été, et toujours d'ailleurs, considéré comme profondément injuste par une part majoritaire de la population. Donc, il y a eu beaucoup de postures, je pense, beaucoup de maladresse dans la posture du Premier ministre quand il a présenté ce projet, ce discours de la gravité. Alors ce discours apocalyptique, c'était une possibilité, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a fait trop peur. Et il y a cette idée, je le répète, les 2 mots, c'est brutalité et injustice. Et ça a scellé son sort. Il a multiplié les bourdes aussi pendant tout son discours, quand il parle des vacances, oui, des différents chefs de parti, quand il parle des boomers. Donc c'est un ensemble de bourdes. Il a multiplié les provocations aussi, et notamment à l'encontre de gens qui, a priori, n'était pas totalement hostile à l'idée de coopérer, pas collaborer, coopérer avec lui. Alors, un Premier ministre qui serait plus populaire que François Bayrou, Stéphane Vernet, alors on sait ce que ça nous coûte de jouer au jeu des pronostics, donc ici n'est pas le sujet, mais un Premier ministre populaire qui parviendrait à avoir... peut-être un accord de non-censure avec la gauche, le soutien de la droite, le bloc... Est-ce que ce candidat existe ? Alors moi je pense qu'il existe et qu'il n'est pas si difficile à trouver. Le problème c'est qu'il faut identifier les points de blocage. Y compris avec les socialistes ? Alors aujourd'hui vous avez les socialistes qui disent nous on est prêts à gouverner, un vrai gouvernement de cohabitation avec notre programme. Là tout de suite on dit bah oui mais les Républicains n'en veulent absolument pas, ils le disent. Alors si vous écoutez ce qu'a dit Laurent Wauquiez hier à la tribune de l'Assemblée, c'est pas aussi net. Ce que dit Laurent Wauquiez, qui se démarque d'une certaine façon de Bruno Retailleau, parce qu'il y a aussi les rivalités internes à chaque famille. Mais ce que dit Laurent Wauquiez, c'est qu'il est hors de question que de voir s'installer à Matignon un gouvernement qui comporte des députés, la France Insoumise comme ministre, et il est hors de question d'appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Il n'a pas dit en sous-texte. Et il dit ces prévenances s'appliquent évidemment aussi à un gouvernement socialiste qui voudrait appliquer le programme du nouveau Front Populaire. En réalité, ce qu'il faut comprendre en sous-texte, c'est qu'il y a un chemin qui est possible. Il y a une possibilité, ce serait que, en fait, les Républicains acceptent une espèce de pacte de non-censure par rapport à un gouvernement de gauche qui aurait une politique qui leur conviendrait, en fait. C'est-à-dire qui ne reprendrait pas les éléments du nouveau Front Populaire. Or, c'est pas du tout l'intention du Parti Socialiste aujourd'hui. Le nouveau Front Populaire, c'est terminé, c'est mort, en fait. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il est possible, non pas d'avoir une espèce de gouvernement d'union nationale qui irait... de la gauche à la droite. Mais pourquoi c'est pas possible ? Pourquoi d'autres pays européens y arrivent parce que nous, on n'y arrive pas, précisément, parce que c'est pas notre culture, et je pense qu'on a une classe politique qui n'est pas prête à ce genre de choses. Pas du tout. Et pourquoi ? Écrasé par l'élection présidentielle ? Alors, d'abord, il y a des vraies différences de vue, des vraies différences idéologiques, c'est-à-dire que en réalité, là où c'est complètement planté François Bayrou, c'est que il n'a pas compris que en réalité, les Français et les Françaises ont très bien compris l'urgence de la problématique de la dette, l'état des finances du pays. Je veux dire, on est tous conscients qu'il y a un problème. Après, ce que les Français attendaient, c'est des solutions. Or, dans le discours de François Bayrou, il n'y a pas de solution. C'est pas en tout cas, celles qu'il propose ne font pas du tout l'unanimité et expliquent aussi son impopularité. Et vous avez une vraie différence de vue entre la gauche et la droite sur la façon de procéder pour résorber la problématique ou pour aborder la problématique de la dette. Donc là-dessus, ces divergences de vue font que dans les politiques à mettre en œuvre, ça va être très difficile de trouver un équilibre. Et puis ensuite, il y a chacun son calendrier et des objectifs différents. On l'a dit, je le redis, le Rassemblement national, ce que le Rassemblement national veut, c'est une dissolution pour avoir des législatives anticipées et pour devenir, si ce n'est majoritaire, comment s'affirmer,
être très largement dominants dans une nouvelle assemblée qui grâce à des élections qui leur profiteraient, et la France insoumise qui, elle, vise ou veut la démission du président de la République. Donc chacun se place avec ses propres optiques, ce qui fait que ces gens ont du mal à s'entendre. Mais il y a quand même un chemin qui est possible, je pense, avec soit la gauche à Matignon et un accord de non-censure avec la droite dans un périmètre bien défini, soit vous pouvez avoir à nouveau un Premier ministre qui viendrait du centre, un proche d'Emmanuel Macron, on parle beaucoup de Sébastien Lecornu, qui prennent des garanties et à droite et à gauche. Je crois plus difficile de revenir à un Premier ministre, les Républicains, puisque type Bruno Retailleau. Oui, type Bruno Retailleau, puisqu'il y a déjà eu l'expérience Michel Barnier qui n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et juste pour terminer, il y a aussi l'idée d'un gouvernement technique avec quelqu'un qui viendrait de la société civile, etc. Et ça, pour le coup, je pense que ça ne pourrait pas marcher. Parce qu'on a affaire aujourd'hui à une classe politique, notamment parlementaire, qui considère que le pouvoir lui revient de droit, que c'est à elle de diriger le pays. Et je pense que là, si on peut, ça fait partie des hypothèses qui pourraient faire l'unanimité contre. Éric Lombard, par exemple. Alors non, parce que moi, Éric Lombard, je pense je vous rappelle qu'il est ministre de l'économie. Et qu'il est déjà dans le jeu politique, donc c'est pas la même chose. Et pourtant, un gouvernement politique, c'est plutôt une option que semblent favoriser les Français. Je vous donne la parole dans un instant, Stéphane Zumsteg, mais le totem qui est présent dans le budget soutenu par le Parti socialiste est présenté il y a quelques semaines, qui est celui de la taxation des hauts revenus, la taxe, son nom m'échappe, Zuckman. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un moment de compromis, qu'un gouvernement qui aurait un pacte de non-censure avec la droite ou une autre option évoquée à l'instant, elle se retrouve dans un projet de budget? C'est là où j'allais vous opposer la taxe Zuckman, justement, par rapport à ce que vous disiez, parce que, en tout cas, la ligne rouge d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis 2017, c'est pas d'imposition supplémentaire. Donc, et cette taxe Zuckman aussi, ça, et du côté des Républicains aussi. Donc les socialistes, il faudrait qu'ils fassent un trait sur cette taxe Zuckman qu'ils ont dans leur projet de budget, de contre-budget qu'ils ont présenté au mois d'août, présenté comme l'un de leurs points d'or, qui est censé financer, d'après eux, 15 milliards d'euros de ce budget, ou de ce budget supplémentaire. Donc, il faudrait qu'il fasse un trait dessus. Sur ce totem, Stéphane Zumsteg, par exemple, de la taxe Zuckman. Oui, mais on pourrait peut-être contourner la taxe Zuckman. Elle a évidemment une portée symbolique. Ce serait peut-être compliqué pour l'exécutif, pour le président de la République, de l'intégrer, ou pour le nouveau Premier ministre, de l'intégrer dans son nouveau projet de budget. Mais rien n'empêche d'augmenter la fiscalité des riches ou des très très riches sans activer la taxe Zuckman. Je pense que Zuckman, c'est un totem. C'est un mot qui résonne aux oreilles d'un certain nombre d'électeurs et un certain nombre de partis politique, je pense évidemment au socle commun, quelque chose d'inacceptable. En gros, vous prenez quelqu'un de droite qui est très frileux en ce qui concerne les questions de fiscalité. Je pense que c'est le rouge avec le couteau entre les dents qui vient nous voler notre argent. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec... je n'ai rien contre la taxe Zuckman, mais je parle juste de l'image qu'elle peut véhiculer à droite. Donc, mais rien n'empêche d'augmenter rien n'empêcherait en tout cas d'augmenter la fiscalité des riches ou des super riches, peu importe, sans activer cette clause-là. Parce que là, il y a un mot qui fait trop peur, trop peur à une partie de l'électorat, c'est-à-dire à l'électorat stratégique, que se partage, ou là où il y a une rivalité entre le bloc central et les Républicains, les personnes qui ont des revenus plutôt aisés et extrêmement frileux sur les questions de fiscalité. Mais la taxe Zuckman, c'est 1800 personnes, c'est des très très hauts revenus, plus de 100 millions de personnes. Là, vous parler de taxes pour les riches. Très riches, peu importe, mais ne pas l'appeler comme ça, en fait, l'intégrer. Si vous avez encore plus de monde qui serait touché par une imposition supplémentaire, par une hausse de taxes que Macron la même chose, mais appelée autrement, c'est ça que vous voulez dire. Ce serait quand même... non, j'ai juste que le mot taxe Zuckman, à mon avis, fait très peur à une partie de l'électorat, et l'intégrer dans un projet de budget d'un gouvernement de socle commun, donc de droite et de centre-droit, même s'il y avait des gens de gauche dedans, à mon avis, serait très dangereux pour le pouvoir en place. Est-ce qu'un budget de compromis, Stéphane Vernet, pourrait faire l'économie, sans mauvais jeu de mots, d'une taxe qui irait vaguement dans cette direction-là, selon vous? Mais en fait, si vous voulez, moi je pense que il faut se poser la question de savoir où est le point de blocage et qui bloque en fait. Alors aujourd'hui, vous évoquez la taxe Zuckman, mais si vous aviez un gouvernement socialiste qui prenait les rênes, il y a et la taxe Zuckman et l'abrogation de la réforme des retraites. Ce sont deux marqueurs
dont le président de la République ne veut absolument pas. Et donc le blocage aujourd'hui, il est peut-être plutôt du côté de l'Élysée que du côté des partis qui, à mon avis, peuvent être en capacité de s'entendre. Il ne vous aura pas échappé que le président du parti Renaissance, Gabriel Attal, a donné une interview aux Parisiens hier dans lequel il dit quoi? Il dit qu'en fait, il faut que les partis se mettent d'accord. Bon, il propose l'idée de trouver un négociateur qui mette tout le monde d'accord, etc. À mon avis, ça n'a pas de sens parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a quand même une urgence que j'ai rappelée par rapport au 15 octobre. Mais en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les partis réussissent à s'entendre entre eux, en dehors du président de la République, pour aussi contourner ce point de blocage. Et parce qu'il faut que le président de la République accepte qu'il n'a plus la main, qu'il est désormais minoritaire, en fait. Hein. Je veux dire, il a été élu en 2022 dans des conditions très particulières, dans lesquelles il n'a fait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et la dissolution de 2024 n'a fait qu'accentuer de manière très spectaculaire cette problématique. Il n'a pas la majorité, il faut qu'il l'admette, il faut qu'il l'accepte pour pouvoir en fait permettre à de nouvelles alliances de se mettre en place, des alliances qui ne sont pas dans notre culture, ce que vous disiez tout à l'heure, mais quelque part, je pense qu'on n'en est peut-être pas très loin. Et à un moment, il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin et chacun y mette du sien, parce que sinon, on va rester dans une situation de blocage. Et si on reste dans une situation de blocage, qu'Emmanuel Macron le veuille ou non, la pression sur sa démission ne va cesser d'augmenter. Et il y aura forcément à l'arrivée soit dissolution, soit démission. Et elle va se faire entendre dans la rue très nettement à partir de demain. On va en parler dans un instant. Christophe, il y a quand même un absent dans ces projections, hypothèses, théories. Stéphane Zumsteg, c'est le Rassemblement national. Question peut-être naïve ou bête. En tout cas, je me fais l'écho de ce qu'on entend de ci, de là. Et pourquoi pas l'entrée ou la présence de ministres, voire à Matignon, de membres du Rassemblement national. Sans dissolution, vous voulez dire? Non, ça me paraît totalement... Enfin, je ne vais pas vous dire que ça me paraît hautement improbable, c'est totalement impossible. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que d'abord, de toute façon, imaginez quelle défaite pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est élu en 2017 et parmi les principales missions qu'il s'auto-assigne, c'est je vais lutter et je vais réduire le Rassemblement national. Donc le faire venir de lui-même, en lui proposant sans y être contraint par les urnes, ce serait évidemment quelque chose, ce serait un naufrage absolu. Et je pense que c'est une hypothèse absolument inenvisageable. Et aussi parce que le reste du monde politique n'en voudrait pas. Dernier point, c'est s'il y a bien quelqu'un qui ne veut pas prendre, qui ne prendrait pas le pouvoir en ne disposant que de 140 sièges. C'est pas beaucoup 140 sièges avec les alliés socialistes. C'est bien le Rassemblement national. Marine Le Pen a été très claire dimanche, en étant un petit peu dans l'ambiguïté sur le concept de majorité absolue. C'est nous prendrons le pouvoir quand nous disposerons de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir et finalement s'abîmer comme le socle commun s'est abîmé depuis 2 ans. Le RN ne veut pas le pouvoir, il le prendra quand il en aura la possibilité, c'est-à-dire une majorité absolue de 189 sièges, ou alors une majorité approchante. Discours très offensif, Stéphane Vernet, de Marine Le Pen hier à l'Assemblée. Oui, mais en fait, Marine Le Pen, elle développe son... Enfin, je veux dire, il faut écouter ce que dit le Rassemblement national. Ça fait plus d'1 an que le Rassemblement national dit on veut une dissolution dès que ce sera possible. On veut des législatives anticipées et le parti s'y prépare depuis plus d'1 an, en fait. Donc, en fait, ils sont dans la cohérence, dans la continuité de ce qui est leur discours et ce qui est leur discours depuis plus d'1 an. Le calcul du Rassemblement national, c'est que eux espèrent qu'en cas de législative anticipée, ils auront une majorité absolue. Moi, je pense que c'est pas possible. Par contre, ils peuvent quasiment doubler le nombre de leurs députés. En fait, ils peuvent passer. Là, ils sont 124, 123, 124, je ne sais plus. Passer à 180, 200, 220. Ça leur fera pas ça leur donnera pas une majorité absolue. Mais il faut quand même avoir en tête que si vous avez un Rassemblement national qui est très fort au sein de l'Assemblée nationale, plus quelques alliés ciotistes, la question c'est comment va se comporter le reste de la droite? Comment vont se positionner les Républicains? La tentation de se mettre du côté du manche, entre guillemets, elle va exister en fait, de se dire ah ben tiens, oui, peut-être que là, en créant une nouvelle alliance entre la droite et l'extrême droite, on peut arriver à une majorité absolue qui nous permettra de gouverner. Il faut relire l'interview de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, au Figaro, il y a quelques jours, une dizaine de jours. C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais où il ouvre très clairement cette porte. Et Laurent Wauquiez aussi a eu des propos relativement... Donc,
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Encore une fois, on est dans une situation où il y a une urgence pour le pays, une vraie problématique. Et après, vous avez chacun a son propre agenda et des intérêts assez particuliers au personnel, avec des objectifs différents. Le Rassemblement national vise clairement la prise du pouvoir par Matignon. Eux, ils veulent aller à Matignon. En réalité, ça fait partie de leur stratégie, même si c'est pour un temps très court. Même si ce qui les intéresse, en fait, c'est de pouvoir montrer que eux, à Matignon, c'est pas le chaos, c'est pas une dangereuse dérive illibérale du pays, qu'ils ont des gens qui sont en capacité d'être aux affaires et de bien gérer, pour que ça leur serve de marchepied pour la présidentielle de 2027. Mais pour cela, ils dépendent c'est Emmanuel Macron qui a la main sur une éventuelle dissolution, et pour l'instant, cette option est écartée. Mais la politique française nous a montré ces derniers mois que rien n'est inscrit dans le marbre. On est à la veille, faut-il le rappeler, Christophe, ce mardi pris en sandwich entre cette démission qui arrivera dans quelques minutes de François Bayrou et ce mouvement social dont on connaît encore mal les contours, la force de frappe, la durée, qui s'est auto-baptisé Bloc-on-Tout. On va s'y arrêter un peu parce qu'il dit aussi beaucoup de l'État, de la France, même si encore une fois, peut-être demain, ça frappe shit, mais pour l'instant, on est dans l'expectative. C'est quoi ce mouvement? Qui sont les gens qui le soutiennent? Qu'on a entendu d'ailleurs un peu hier soir de ci, de là, manifester leur joie de voir François Bayrou quitter Matignon. Qu'est-ce que c'est que ce Bloc-on-Tout? Alors c'est un mouvement assez intéressant parce que au départ, il démarre au printemps dernier, fin mai, dans des cercles que je qualifierais plutôt de souverainistes, proches du Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, des cercles aussi parfois complotistes, via un petit collectif du nord de la France qui est appelé les Essentiels. Et donc ça démarre sur des groupes des boucles Telegram, des petits groupes, c'est 500 personnes, pas tellement plus. Et puis se structure réellement au mois de juillet. C'est là que la date du 10 septembre elle est fixée, tout simplement parce que c'était le 10 juillet. 2 mois plus tard, c'est le 10 septembre. Et c'est à partir de là que le mouvement va changer assez radicalement, puisque mi-août, et entre-temps, il y a l'annonce de François Bayrou qui va mettre en jeu le vote de confiance. Et au mois d'août, eh bien, Jean-Luc Mélenchon appelle lui aussi à tout bloquer. Donc il rejoint ce mouvement, et le mouvement il bascule clairement du côté de l'opposition à Emmanuel Macron, à François Bayrou, à l'opposition du projet de budget. Et si on regarde un petit peu la radiographie aujourd'hui, alors c'est très difficile de savoir qui fait partie de ce mouvement, mais il y en a qui se sont risqués. Là, la fondation Jean Jaurès, le chercheur Antoine Bristiel, s'est risqué à établir une sorte de radiographie de ce mouvement à la date du mois d'août, en procédant par des sondages sur Internet. Alors le travail, il n'est peut-être pas complet, mais il a le mérite d'exister. Et si on regarde à cette date du fin août environ, qui étaient les partisans de ce mouvement, on voit que 69% se déclarent ayant voté à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2022. Donc clairement plutôt à l'extrême gauche. Et si on ajoute même les votes, ceux qui se disaient partisans de d'autres têtes de liste de l'extrême gauche, par exemple Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, on dépasse largement les 80%. Donc une très grande majorité. Le Rassemblement national et les cercles souverainistes sont quasiment absents aujourd'hui. Et le Front national, d'ailleurs, le Rassemblement national, d'ailleurs, c'est désolidarisé de ce mouvement. Stéphane Zumsteg, ce Bloc-on-Tout, qu'est-ce qu'il dit de l'état du débat public? Il dit que l'exaspération et que la colère qu'on a pu observer durant le mouvement des Gilets jaunes est toujours là. Et elle est toujours là et elle s'apprête finalement à ressurgir. La question sera, surtout je pense l'enjeu demain, c'est un enjeu de sécurité et d'ordre public. Est-ce qu'il y a pas une récupération, est-ce qu'il y a des éléments extrémistes qui viennent pour tout casser, Black Bloc ou autre, peu importe, ou pas. Ce qui est aussi intéressant dans ce mouvement par rapport aux Gilets jaunes,
territorialement, je pense que c'est la même chose. C'est un peu la France, ce qu'on avait appelé à l'époque la France des sous-préfectures. Ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin que les revendications des Gilets jaunes, notamment en ce qui concerne les corps intermédiaires. Quand on entend les premiers organisateurs, ceux dont on a parlé il y a quelques semaines, c'est là, nous, on veut la suppression des partis politiques, on veut la suppression des syndicats. Donc il y a un côté, ça va au-delà du dégagisme, Macron démission et les politiques tous pourris. Ça va quand même bien au-delà de ça. Après, sur l'intensité de la mobilisation demain, il est évidemment impossible. C'est une question qu'on nous pose toujours, mais on n'en a aucune idée. Personne n'avait vu venir voir les Gilets jaunes. C'était facile après de dire, oui, il y avait une exaspération, un sentiment de relégation territoriale, le 80 km/h, très bien. Mais ça, c'est après. C'est une explication a posteriori. La petite différence, c'est qu'on parle beaucoup de ce mouvement depuis de nombreuses semaines maintenant, et ça va contribuer à lui enlever son caractère spontané. Je pense. Il y a ça, et il y a, alors appelons ça l'entrisme ou la récupération qui en a été faite, ou le ralliement opéré par une partie de la gauche radicale, notamment par Jean-Luc Mélenchon, qui a voulu rentrer dans ce mouvement. Il l'a assumé, d'ailleurs, il l'a dit. Ça aussi, ça peut être de nature à déplaire, alors pas forcément aux gens de droite qui auraient pu y aller, mais à une partie de ces Français qui sont un petit peu en révolte, qui vont se dire, ah d'accord, ça va être un mouvement récupéré par les partis politiques. Moi, ce sera sans moi, en fait. Donc, je suis très... Je suis assez circonspect sur l'ampleur de la manifestation, enfin des mouvements de demain. Après, la question sera de savoir, au-delà de ce jour-là, est-ce que c'est un mouvement qui sera en capacité d'être pérenne et finalement de durer, voire de se développer, voire de muter à un moment donné. Sachant qu'il va venir se percuter ou permuter avec un autre appel à la mobilisation du 18 septembre. Stéphane Vernet, ce qu'il dit, si on le regarde d'un autre côté, ce mouvement, je me souviens de la mobilisation quand même très forte lors des législatives anticipées de l'été 2024, qui avait dit quelque chose des Français qui avaient envie de participer à la vie démocratique et qui s'étaient mobilisés en masse. Alors bien sûr, il y avait les enjeux politiques, mais ça disait quand même quelque chose de l'intention du corps électoral d'en être. Est-ce que ce mouvement Bloquons Tout, d'une certaine façon, il dit aussi, même si il se passe des partis politiques et des corps intermédiaires, que les Français ou une partie des Français ont envie d'en être, ou envie de dire quelque chose, de participer à la discussion, si tant est qu'elle se passe effectivement pacifiquement. Alors ça, oui, manifestement, toute la question, c'est de savoir quelle partie des Français, combien sont-ils, enfin voilà, et puis... parce que la mobilisation autour de la dissolution en 2024, c'est des gens qui choisissent de s'exprimer par le vote. Donc qui s'inscrivent dans le cadre d'une expression démocratique telle qu'elle est prévue par nos institutions, etc., et qui s'inscrivent dans ce fonctionnement-là. Là, le 10 septembre, le mouvement est très gazeux. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas comment il va se structurer autour de quel type d'action, est-ce qu'il va durer ou pas. Donc là, on est dans quelque chose de différent. Et je pense qu'il sera intéressant de voir quelle sera la réelle mobilisation autour de ce mouvement, comment les choses se passent et comment il évolue. Ce que ça peut, en tout cas, cette volonté d'avoir une autre façon d'intervenir, qui rappelle un peu celle des Gilets jaunes, même s'il y a de nombreuses différences, elle nous dit aussi quelque chose de la fatigue démocratique de notre pays, en fait. C'est-à-dire qu'on sort d'une séquence où vous avez une mobilisation très forte dans la rue et dans l'opinion contre la réforme des retraites. La réforme des retraites passe tout de même. Vous avez des élections législatives anticipées après la dissolution qui donnent de fait une avance à une coalition de gauche de l'époque qui était le nouveau Front Populaire. C'est un Premier ministre qui vient des Républicains qui est désigné. On est dans un temps et un espace où, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui se disent mais on vote, on manifeste, on s'exprime et finalement, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la politique qui est développée dans ce pays ne correspond pas à ce que ils ont le sentiment qu'une majorité exprime. Et donc, on est aussi à un moment où vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui se disent mais à quoi sert encore la démocratie ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que... Voilà. Et pour le coup, ce sentiment-là, moi, je le comprends, mais je pense qu'il est très dangereux, en fait. Et il serait temps aussi que nos politiques mesurent bien l'impact de tout ce que ça génère et ce que ça représente en termes de danger, en fait, pour le pays. C'est-à-dire que à un moment, il va falloir aussi qu'il y ait une écoute, qu'on trouve un moyen de se recentrer par rapport à un certain nombre de choses exprimées, un certain nombre d'attentes, parce que là, depuis
depuis quasiment 2 ans, on n'y est plus du tout. Christophe ? Alors déjà, parmi les politiques, il y a un certain nombre de politiques, et quand on écoute hier le discours de LFI à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'ils épousent quasiment ce mouvement et qu'ils appellent à une sorte de révolution. Il y a presque ça, hein. Donc oui, je mettrais de côté un petit peu LFI. Sauf que LFI n'est pas du tout majoritaire dans l'opinion et dans le pays. Oui, tout à fait. Mais ils épousent cette cause et en fait, ils ont comme un sentiment, une volonté d'avoir ce grand soir, cette révolution qu'ils appellent presque de leur vœu. En tout cas, c'était assez clair hier dans le discours de LFI à l'Assemblée nationale. Parce que les liens avec les Gilets jaunes sont quand même pas forcément clairement établis par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a des ressemblances, notamment ce mouvement dont on ne sait pas vraiment d'où il part, qui est à sa tête, il n'y a pas de leader, qui se structure avant tout sur Internet. Alors à l'époque, c'était surtout Facebook, des groupes Facebook. Aujourd'hui, c'est plus des boucles Telegram, parce que les réseaux sociaux ont un petit peu changé depuis. C'était en 2018, hein, les Gilets jaunes. Mais il y a aussi effectivement des grandes différences. D'abord, si on reprend cette étude de la Fondation Jean Jaurès, un grand nombre de gens qui se disent aujourd'hui bloquons tout n'étaient pas gilets jaunes à l'époque. Et puis, si on regarde par exemple le niveau d'éducation ou bien le niveau de revenus des uns et des autres, c'est un petit peu différent. Si on regarde les gilets jaunes, c'était des gens qui étaient plus défavorisés que ce mouvement bloquons tout, d'après l'étude de la Fondation Jean Jaurès. Si on regarde aussi la géographie, ou pas la géographie, mais la structure des villes, ce qui est intéressant dans ce mouvement bloquons tout, ça c'est peut-être une ressemblance avec les Gilets jaunes, c'est que le mouvement bloquons tout, il est surtout représenté dans les villes qui vont de 20 000 à 100 000 habitants, de 2 000 à 100 000 habitants. Vous voyez, 53% qui sont représentés contre 32% pour l'ensemble de la population nationale, et beaucoup moins dans les villes de plus de 100 000 habitants, voire dans les très grandes villes, à Paris notamment. Ça, c'est peut-être un point commun, puisque les Gilets jaunes, c'était aussi la France en dehors de Paris, et celle de Paris qui était complètement opposée. Évidemment, on reste prudent et on suivra de près cette mobilisation à partir de demain, sa force de frappe éventuelle, la façon dont les choses vont se passer d'un point de vue sécuritaire, sa durée. On en est encore là. Je voudrais qu'on reparle d'Emmanuel Macron, on le disait, qui est face à cette équation, ce trou de souris très compliqué. On a annoncé ces dernières heures une prise de parole éventuelle du président Macron. Julie Dungeloff disait tout à l'heure qu'à l'Élysée, on hésitait car on sait qu'une prise de parole du président risquerait d'amplifier encore ce mouvement bloquons tout. C'est intéressant ce que ça dit. Il reste encore 2 ans au président Macron à l'Élysée. Quand on sait que chaque parole du président est risquée, quand on sait que chaque parole est risquée et que les nombreuses dernières interventions médiatiques d'Emmanuel Macron ont été particulièrement ratées. Le problème de la communication de l'Élysée, il y a un vrai problème depuis quelques années. À chaque fois, on nous promet monts et merveilles. Il va renverser la table, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va aller sur toute une série de domaines. À chaque fois, c'est pour ne dire pas grand-chose, ou alors pour répéter ses anciennes classiques. Et c'est à contre-temps. Il aurait dû parler au moment de l'annonce du budget par François Bayrou. Non, alors là, je pense que ça aurait brouillé le message, parce que l'idée, c'était finalement, il n'y a pas de majorité, j'essaye de trouver, je nomme des premiers ministres, j'essaye de trouver des majorités, enfin, je demande à la classe politique, parce que c'est toujours particulier, ça, c'est sa façon finalement de donner des ordres, il n'y a pas de majorité, débrouillez-vous, mais trouvez-la moi. Enfin, comme un maître d'école, mettez-vous à la place d'un parti qui hésite à rallier ou pas un socle commun. Bon, vous ne pouvez que énerver finalement les gens. Je pense que s'il était intervenu, à chaque fois qu'il intervient trop directement dans la vie politique nationale, il se prend le retour de bâton qui est propre à l'impopularité record dont il pâtit aujourd'hui. Les seuls moments de respiration dont il bénéficie, y compris dans l'opinion, c'est sur la séquence, sur les différentes séquences internationales et diplomatiques. Dès qu'il touche à la vie politique française, tout de suite, il y a finalement ce soupçon, et à mon avis avéré, d'une personnalité qui veut absolument tout tenir et qui se sert de ses premiers ministres les uns après les autres, mais comme des pions. C'est pas ça la Ve République, c'est pas exactement ça. Pendant quelques mois, rappelez-vous, au moment de la nomination de Barnier puis de Bayrou, se posait la question
d'une éventuelle démission avant le terme de son mandat d'Emmanuel Macron. Et après, il a gagné du temps. Il a gagné du temps parce qu'il y a eu une séquence diplomatique. Il n'a pas été victorieux sur la plupart de ses dossiers. Enfin, il a parlé du Moyen-Orient, il a parlé des tarifs douaniers, il a parlé de l'Ukraine, il parlait de l'Europe de la défense. Il essayait de s'ériger en leader ou l'un des principaux leaders de l'Europe. Les Français n'ont pas une meilleure opinion de lui à ce moment-là, mais en revanche, lui fait la démonstration auprès des Français, convainc les Français de l'utilité de son poste. Et à partir du moment où son poste est utile, eh bien, le fait qu'il reste à l'Élysée, ne serait-ce que pour représenter la France à l'international, est légitime. Donc il n'est pas question de démission de quelqu'un qui, certes, qu'on n'aime pas, mais qui fait le job aussi bien qu'il peut, ou moins mal qu'il peut, sur la scène internationale. S'il revient trop sur l'échiquier national, eh bien... il subira les conséquences en termes d'impopularité. Et dans le contexte actuel, si le prochain Premier ministre échoue, là se reposera la question de la pérennité de ce poste. Et s'il dissout, probablement que ce sera une nouvelle gifle électorale. S'il dissout, pas demain, mais s'il devait dissoudre dans les semaines ou dans les mois qui viennent, s'il dissout, ce serait très probablement une nouvelle gifle électorale pour le bloc central. Et comment vous faites quand vous êtes président de la République, après avoir enregistré l'échec de 2022 aux législatives, l'échec des européennes et une double dissolution ratée? Stéphane Vernet, ce prochain Premier ministre, c'est sa dernière carte ? Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Zumsteg. En fait, il n'y a pas de demande de la démission du président de la République parce qu'il fait la preuve de l'utilité de son poste. Notre problème, c'est d'avoir un Premier ministre et un gouvernement qui sont capables de gouverner le pays. Et là, pour l'instant, on est dans une impasse. Et si en fait, les Français et les Françaises finissent par identifier le fait que ce blocage vient effectivement du président de la République et lui en tiennent rigueur, alors l'histoire change. Et la pression, en fait, peut être très forte. Et effectivement, s'il y a un Premier ministre qui saute tout de suite, ou si vous avez une dissolution qui retombe dans les mêmes travers et qui redonne une tripartition d'Assemblée et une incapacité à s'entendre, encore une fois, à un moment, la pression pour dire le problème vient de l'Élysée et il faut que le président s'en aille, elle va monter. Elle est déjà très forte, mais elle va monter à un point que sa situation va devenir... exactement. Voilà, le danger est là. Suivre donc. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. Stéphane Zumsteg, Stéphane Vernet, merci à tous les deux. Christophe, vous étiez ici chez vous. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. On ira bien sûr du côté de l'Élysée avec Julie Dongeloff. À tout à l'heure.